Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans la saison 2 de La Charrue avant les bœufs, un podcast créé par Olivier Duchesne, enseignant-chercheur en agronomie à l'ISARA, et moi, Édouard Saury, ingénieur agronome chez ProConseil. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas La Charrue avant les bœufs, c'est un podcast dans lequel on aborde des questions qu'on se pose tous autour de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, mais avec une approche scientifique et des invités de qualité qui ont travaillé sur ces sujets. Les épisodes paraissent tous les premiers mardis du mois, alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour n'en manquer aucun. Et je vous laisse avec Olivier Duchesne pour le deuxième épisode. Bonne écoute. Et bonjour Édouard, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode, deux nouveaux invités et un sujet de première importance, peut-être et sûrement le sujet du siècle, le changement climatique. De tous nos sujets sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, voilà peut-être une des problématiques maîtresses qui affectent toutes les autres, celle du changement climatique sur l'agriculture et sur les exploitations agricoles. À la fois victime, responsable et porteuse de solutions, l'agriculture et ses filières agroalimentaires sont aux premières loges du débat et pour en parler, nous avons encore deux invités qu'on va laisser se présenter maintenant et tout de suite. Tout d'abord, Bertrand Valliorgue. Bertrand, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour Olivier et merci pour cette invitation. Je suis professeur de stratégie et gouvernance des entreprises au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Je travaille sur les questions de gouvernance de stratégie avec un domaine d'expertise qui s'est progressivement développé autour de l'agriculture et de l'alimentation. Eh bien, merci Bertrand, merci d'être avec nous. Et à ma droite, Michel Guglielmi. Bonjour Michel. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Oui, donc Michel Guglielmi, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome sans être un vrai agronome. J'ai surtout fait de l'économie. J'ai un parcours assez long à l'ISARA, que j'ai fini par le poste de directeur, mais j'ai toujours enseigné l'économie et la politique agricole et je continue. Eh bien parfait. Je précise Michel que tu as un statut un peu particulier puisque tu vas être avec nous sur cet épisode et sur les deux suivants comme expert, débatteur, contradicteur sur ces questions qui vont nous intéresser d'économie, de politique et de gestion au sein des exploitations agricoles et des filières. Alors tout d'abord, Bertrand Valliorgue, quels sont pour toi les impacts visibles du changement climatique sur l'agriculture ? Pour l'élevage, pour les grandes cultures, qu'est-ce que tu observes ? Et concrètement, autour de toi, tu viens notamment du Puy-de-Dôme, qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique pour les agriculteurs ? Alors je crois que l'année 2021, il y a une suite de calamités agricoles entre du gel, de la pluie incessante, de la chaleur, des maladies, qui montrent assez bien, il me semble. Peut-être que je regarde trop tout cela, mais il me semble bien que les réalités du changement climatique aujourd'hui, elles sont réelles, palpables, et que c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas en 2050, c'est déjà là. De manière plus précise, et effectivement, tu as raison de dire que je suis basé sur le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que j'observe à l'échelle du Puy-de-Dôme ? Eh bien, j'observe des systèmes fourragers qui sont en tension très tôt dans l'année, voire qui sont plus susceptibles de nourrir le bétail. Donc ça, c'est en tension, phénomène de sécheresse. Phénomène de sécheresse, il y a manque d'herbe, pour le dire très, très clairement. Et ça, c'est quand il manque de l'herbe pour nos éleveurs, ça devient très vite compliqué, très vite très tendu. Donc ça, on a connu par le passé des sécheresses, mais si tu veux, les cycles où les systèmes fourragers sont en tension sont très rapprochés. On n'en est pas encore à toutes les années, mais on est sur des périodes très rapprochées où on voit les éleveurs souffrir. On voit une culture de la betterave qui s'est arrêtée parce que il y a des difficultés économiques sur le secteur de la betterave, mais dans le Puy-de-Dôme aussi, le climat a changé, il fait trop sec et la betterave a besoin d'eau. Donc c'est aussi lié, l'arrêt de la betterave est aussi lié au changement climatique. On voit des rendements en blé qui plafonnent et des agriculteurs qui ont du mal, des céréaliers qui ont du mal à tirer des revenus parce que les plantes sont exposées à de trop grosses chaleurs et qui fait qu'à un moment donné, les rendements sont plus au rendez-vous. Voilà, on pourrait multiplier. La liste commence à être très longue et de toute façon, aujourd'hui, s'il y a 10 ans, 15 ans, il y avait peut-être un climato-scepticisme dans la profession agricole, aujourd'hui, c'est fini. Michel, pour toi, le changement climatique, même en termes économiques, qu'est-ce que ça veut dire pour l'exploitation agricole ? Est-ce que c'est d'abord plus d'instabilité sur les prix, sur la production, sur le revenu ? Alors moi, je vois deux grands impacts au niveau économique. Bon, assez largement, je pense qu'on va voir se déplacer des espèces, on va voir se déplacer des productions.
Le climat va faire que les espèces vont migrer. Il y aura une influence des espèces naturelles, mais pas seulement. Les espèces cultivées aussi vont migrer. Il y a une influence sur les chaînes trophiques qui va être assez importante. Tout ça a déjà commencé, mais ça va encore s'accentuer, entraîner des déplacements importants de production, de circuits d'échange et forcément des changements importants dans les systèmes de production. Il va falloir investir, changer de culture, changer de système de production un peu partout dans le monde, chez nous bien sûr, mais aussi dans le nord de la Russie. Peut-être qu'on va cultiver beaucoup dans le nord de la Russie. Alors ça, c'est un premier impact économique. Puis l'autre, c'est celui que tu as dit. C'est-à-dire que ces événements qui sont de plus en plus fréquents, dont vient de parler Bertrand, ces événements entraînent, si on ne régule pas les prix, c'est un phénomène assez connu dans l'agriculture, une non-régulation des prix, ça entraîne une instabilité extrêmement forte des prix, justement. Et une sécheresse quelque part en Australie, un incendie quelque part aux États-Unis, ça va entraîner des chutes de production. À certains moments, il y aura peut-être des excédents de production. Donc les prix agricoles sont de plus en plus instables. Enfin, ont toujours été instables, mais le sont encore plus. C'est à ce moment-là qu'on parle de volatilité des prix. Exactement. C'est le terme qu'on utilise habituellement. Cette volatilité des prix, elle est accentuée, d'autant plus que notre économie agricole est insérée dans un système mondial assez peu régulé. Très bien. Alors avant de revenir sur tous ces éléments que tu abordes, Michel, Bertrand, tu publies en 2020, si je ne me trompe pas, un livre qui s'appelle « Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène » aux éditions Le Bord de l'eau. Tu choisis justement de parler d'Anthropocène plutôt que de changement climatique, même si bien sûr tu en parles du changement climatique, mais tu choisis un cadre plus large en définissant l'Anthropocène. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Est-ce que veut dire Anthropocène pour toi? Alors, effectivement, j'utilise peu le terme changement climatique et je lui substitue celui d'Anthropocène. Alors, il y a plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir. Olivier, ça, si tu me poses une question importante. Première raison, ce qui nous arrive, c'est plus qu'une augmentation des températures. Ce à quoi nous allons devoir faire face. On entend beaucoup parler de l'augmentation, plus 1,5, plus 2, plus 4, et des scénarios vraiment catastrophiques à plus 6. Donc on sait que la température va augmenter, mais ce qui arrive aux humains et au système Terre est beaucoup plus important que cette augmentation de température. C'est une transformation générale de tous les paramètres du vivant et du système Terre auxquels nous allons devoir faire face et nous adapter. Et en ce sens, le terme d'Anthropocène décrit mieux, enfin en tout cas, permet de mieux décrire et de mieux saisir la réalité et les défis auxquels nous allons être confrontés. Donc, si tu veux, le mot d'Anthropocène capte mieux la suite d'événements qui vont arriver et auxquels nous devrons faire face. Une deuxième raison, on a parfois l'impression que le changement climatique nous tombe du ciel, si je puis dire, reprendre cette image. En réalité, le changement climatique, c'est nous les humains qui le fabriquons. C'est nous les humains qui, de par notre activité, émettons des gaz à effet de serre, qui transforment la composition de l'atmosphère qui, en effet cascade, transforme les océans, transforme le règne du vivant. C'est justement ça que l'on appelle... D'où la migration des espèces. D'où la migration des espèces évoquée par Michel juste avant. Donc nous fabriquons le changement climatique et cette conclusion qui consiste à dire que les humains sont aujourd'hui la première force tellurique, c'est-à-dire que nous transformons le système Terre, eh bien c'est justement l'hypothèse d'un chimiste de l'atmosphère qui s'appelait Paul Crutzen et qui a dit nous avons tellement transformé l'atmosphère, nous les humains, que nous rentrons dans une nouvelle époque géologique. Cette époque géologique, je propose de l'appeler l'époque de l'homme, et en grec, homme se dit anthropos, et il propose d'appeler ça l'Anthropocène. Donc voilà, là c'est la deuxième raison en disant nous fabriquons le changement climatique et il est très important que nous en ayons conscience. Et le mot d'Anthropocène permet de mettre le doigt sur les racines du changement climatique, ses origines humaines. Et puis une troisième raison, mais celle-ci elle est plus en tant que chercheur,
ça permet de faire communiquer, ou en tout cas de mettre en liaison les sciences sociales avec les sciences du système Terre. Ça permet de créer une interdisciplinarité. L'Anthropocène, c'est approprié à la fois par les gens des sciences du vivant, en biologie, même je suis sûr qu'en agronomie, ça se diffuse. Et c'est aussi approprié par des gens des collègues universitaires en sciences de gestion, en sciences sociales, en économie, en sciences politiques, en géographie. Donc ça nous permet de dialoguer autour d'un seul et même enjeu, autour de cette nouvelle époque géologique qui s'ouvre devant nous, l'Anthropocène. Alors justement, tu parles de la valeur de ce terme-là pour placer l'homme au cœur de ses responsabilités sur le changement climatique. Très récemment, le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, publie son 6e rapport, si je ne me trompe pas, qui statue justement sur notre responsabilité, qui a le mérite d'être extrêmement claire, sur la direction du changement climatique. Qu'est-ce que vous retenez ? J'imagine que vous l'avez parcouru, on a entendu parler au moins. Qu'est-ce que vous retenez de ce rapport ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, surprises, qui ont confirmé vos attentes ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de mettre en avant dans ce rapport ? Pour ceux qui suivent un petit peu les travaux du GIEC, bon, c'est un peu mon cas. Même si je ne suis pas un climatologue, je suis assez attentif à ce que produit cette institution, que je trouve fort intéressante et qu'on pourrait d'ailleurs généraliser à d'autres domaines. C'est ce regroupement de scientifiques qui examine un peu tout ce qui se produit sur le sujet. C'est vraiment très intéressant. Sur la biodiversité, ça commence aussi à prendre forme. Donc, je suis ça avec intérêt. Depuis pas mal d'années, je n'ai pas été très étonné par cette nouvelle publication. Bon, on en a parlé autant que je me souvienne à peu près au moment où Messi était transféré au Paris Saint-Germain. On a peut-être un petit peu sous-estimé son contenu. Je trouve qu'il renforce, il met l'accent sur l'urgence, une fois de plus, mais je rajoute une fois de plus. Voilà. Et le sentiment que j'ai, c'est que peut-être il ne provoquera pas plus de réactions intergouvernementales des différents, enfin à l'échelle mondiale. Voilà. J'ai cette crainte-là. Je suis conforté dans mon appréciation des phénomènes, mais aussi dans mes craintes. D'accord, donc quand même assez inquiet des réactions ou des mouvements politiques que peuvent susciter ce type de rapport. Bertrand, des choses pour compléter ? Moi, je trouve intéressant d'interroger aussi ces rapports du GIEC, parce qu'effectivement, les rapports du GIEC se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas qu'il y a un enjeu agricole et alimentaire avec le rapport de 2021. C'est une constante déjà depuis plusieurs années. Donc, on sait qu'on a un défi agricole et alimentaire devant nous. Donc, je dirais que le GIEC pointe ça du doigt de manière constante, appliquée. Il joue le rôle de lanceur d'alerte, mais ça n'imprime pas. Avec un discours de plus en plus alarmiste. De plus en plus alarmiste, de plus en plus inquiétant. Alors, ils essaient toujours de rattraper en disant « mais on a encore, c'est encore pas tout à fait trop tard », alors qu'on sait que le coup est parti. Il y a des choses pour lesquelles c'est déjà trop tard. Donc ce discours, mais là, ça dépasse mon champ de compétences. Mais pourquoi aujourd'hui le discours du GIEC n'imprime pas ou imprime peu ? Alors ça imprime chez certains activistes qui sont déjà convaincus et mobilisés, mais c'est pas cela qu'il faut toucher aujourd'hui, c'est l'ensemble d'une population. Et on voit, il me semble en tout cas percevoir que le GIEC est aussi à bout de souffle dans sa communication grand public, parce que l'urgence est toujours plus soulignée et l'inertie, les freins, sont toujours là. Et la mobilisation citoyenne ou la mobilisation politique n'est pas à la hauteur du propos alarmiste du GIEC. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant que vient de dire Michel, sur lequel je rebondis, et peut-être que ça peut aider justement à rendre plus performatif le discours du GIEC. Je crois qu'on a besoin de GIEC locaux. On a besoin d'un GIEC sur le bassin de vie de Clermont-Ferrand. On a besoin sans doute d'un GIEC sur Lyon pour dire, écoutez, voilà comment concrètement ça va se traduire sur ces territoires. C'est
les températures augmentent, très bien, mais quelles sont les conséquences à l'échelle d'une biorégion? Moi, j'aime bien employer le terme de biorégion. Qu'est-ce que veut dire ce dérèglement climatique, cet anthropocène au niveau d'un territoire, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça dans serait une pas perspective d'action. ça serait moins un GIEC alarmiste qui apporterait des connaissances, mais plutôt un GIEC force de proposition et de faire atterrir, si vous voulez, les enjeux sur une biorégion. Je crois qu'il manque aujourd'hui, entre le maillon du GIEC global et l'individu ou la sphère politique citoyenne, il manque sans doute un maillon intermédiaire pour avoir une mobilisation plus efficace. Un comité de suivi ou de pilotage à l'échelle de la région du changement climatique et de ses effets. Alors, une autre question sur le changement climatique, il y a le terme de changement. Il y a l'idée d'une transition, d'un bouleversement. C'est ce que tu écris dans ton livre, Bertrand. Aujourd'hui, on essaye tant bien que mal de modéliser, de projeter ce que va être le monde de demain, et on a bien du mal, des fois, à arrêter des schémas, des situations. Donc on est dans un état de transition et on ne connaît pas, a priori, en tout cas de manière ferme et suffisamment savante, le prochain état stationnaire, ou voilà, comme tu l'appelles. Comment est-ce qu'on peut réfléchir quelque chose dans un contexte où finalement il nous manque déjà de savoir quel est le prochain état stationnaire climatique, les fameuses nouvelles régions de production dont vous mentionnez? Comment on peut diriger quelque chose en étant à ce point-là aveugle? Alors là c'est un défi. Je crois que tu n'as pas un cerveau humain ni la plus belle des intelligences artificielles qui est en mesure de répondre et de prévoir cette question. Tout ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le climat ne se stabilisera pas tant que les niveaux de CO2 ne seront pas stabilisés. Mais il ne faut pas croire non plus qu'une fois que les niveaux de CO2 seront stabilisés, que les choses le système Terre va se stabiliser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inertie. On va pouvoir avoir un plafond, espérons-le, de CO2 qui va s'installer, mais la transformation va continuer, quand bien même le niveau de CO2 va rester le même. Donc le vivant va se transformer, les océans vont se transformer, les courants marins vont évoluer, toute la biodiversité va changer de visage. Et ça, c'est absolument impossible de le prévoir. Je pense qu'il faut... Il y a cette notion que tu évoquais là, de naviguer... à vue ou en aveugle, ça c'est la nouvelle normale en réalité. Et c'est à partir de là c'est ça qu'il faut justement accepter pour pouvoir commencer à avancer. Il faut surtout pas attendre que les choses soient stabilisées, parce qu'il sera beaucoup trop tard. Mais il faut accepter une forme d'humilité sur notre incapacité à prévoir ce qui peut nous arriver, et se mettre du coup en posture d'apprentissage. C'est la seule, à mon avis, c'est la seule posture valable, se dire nous devons apprendre, on doit se mettre en posture d'apprentissage, et on doit régulièrement se remettre à jour sur ce qu'on croit qu'il faut faire pour bien faire. Et Michel Guglielmi, par rapport à tout ça, tout à l'heure, avant l'épisode, tu nous parlais justement du rythme de cette transition, et que finalement c'est un élément clé de compréhension de ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des changements par le passé, des transitions quelconques, mais là aujourd'hui on le vit sur une centaine d'années, une grosse centaine d'années, c'est bien ça? Oui, quand on regarde, d'ailleurs, le terme d'anthropocène, même s'il est contesté par les géologues, il a cet intérêt-là de montrer le rôle de l'homme. Et c'est très intéressant de regarder sur une longue période à la fois l'évolution de la population mondiale et aussi de sa production, c'est-à-dire sa production par individu. C'est vraiment extraordinaire sur une longue période. La courbe devient verticale dans les 100 ou 150 dernières années, à la fois de la population qui augmente. Bon, elle va sans doute se stabiliser, elle. Mais par contre, la production par individu, elle continue à augmenter de façon très, très importante au niveau mondial. Et là, pour le coup, je sais pas si ça va s'arrêter si on continue comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est très rapide, c'est très spectaculaire et très rapide. Alors, c'est pour ça que on peut se demander si c'est pas trop tard. Enfin, si c'est pas trop tard pour freiner l'impact des humains. En tout cas, pour les 50 prochaines années, j'ai l'impression que le coup est parti, quoi. Alors, je pense qu'en plus de l'apprentissage que mentionne cette nécessité d'apprentissage, on peut pas prévoir. Il n'y a aucune modélisation qui peut prévoir sur chaque portion de la planète ce qui va se passer. C'est impossible. En tout cas, pour le moment, on ne voit pas sortir. Qu'on sache, on en est loin. Voilà.
Donc apprendre, oui, mais aussi se mettre au travail pour freiner. Enfin, je pense que concrètement, il faut freiner. Alors après, on peut discuter de comment. Eh ben, très bonne transition, Michel Guglielmi, parce que nos discussions, je pense qu'on saisit bien l'ampleur du problème et à quel point il nous manque beaucoup d'informations et de leviers aussi pour réagir. Mais concrètement, si on se resitue à l'échelle d'une exploitation agricole, on va orienter notre discussion à cette échelle-là et qu'il s'agit de changer. Je suis un agriculteur et donc je suis tous les ans confronté à ce que tu évoquais, Bertrand, la sécheresse, les rendements instables, etc. Et donc, j'ai besoin de réfléchir stratégiquement mon exploitation agricole. Concrètement, c'est ça qui se passe. Quelles décisions je prends l'année prochaine en termes de production, d'investissement, de moyens de production, de réflexion collective pour opérer un changement petit, profond, large, ça dépend. Concrètement, Bertrand, dans ton livre, tu parles d'énormément de choses qui ont l'air d'être assez contre-productives vis-à-vis de la capacité à changer. Tu parles de concentration des opérateurs autour de l'exploitation agricole, que ce soit en amont et en aval. Tu parles de phénomènes d'enclosure, tu pourras préciser, et surtout de dépendance de sentier. J'aimerais que tu reviennes sur ce phénomène de dépendance de sentier qui, si j'ai bien compris, correspond à une situation où j'ai beau avoir envie de changer, je suis sur un rail dans lequel il m'est difficile de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire pour un agriculteur et donc quelle est sa capacité à changer ? Oui, et là on s'attaque effectivement au cœur du problème de l'adaptation et de l'évolution. Alors moi il me semble, dans la logique qu'on a évoquée par rapport à avoir un GIEC qui atterrit, il me semble aussi important de penser le changement climatique à l'échelle des cours de ferme, à l'échelle des exploitations agricoles, pour revenir justement à des choses très concrètes, parce que c'est là que prennent naissance un certain nombre de problèmes, et c'est là aussi que les stratégies d'adaptation doivent être pensées. Donc il faut mettre, enfin en tout cas moi c'est le pari de l'ouvrage, c'est d'aller à ce micro-niveau pour pouvoir commencer à regarder ce qu'on peut faire, donc à l'échelle des cours de ferme. Bon, aujourd'hui le fonctionnement des filières agricoles et agroalimentaires, donc c'est des industries qui sont aujourd'hui maintenant bien anciennes, elles se sont mises en place à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été faites, plein de transformations. Il y a eu un parcours très important. Mais quand on regarde, quand on met un peu à distance le fonctionnement des filières, et pour aller dans le champ de l'économie, on voit bien qu'on a face à nous ce qu'on appelle des marchés défaillants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence libre et ouverte dans ce secteur-là. C'est un marché c'est un ensemble de marchés. L'agriculture, c'est un ensemble de marchés qui sont tenus par des opérateurs qui sont sur des positions importantes. On est sur le schéma de l'oligopole à chaque fois. Donc ces oligopoles, si vous voulez, ils ont installé des compétences. Est-ce qu'on peut juste préciser oligopole ? Un oligopole, c'est quand tu as, sur un marché donné, tu as 3-4 opérateurs qui tiennent le marché. Qui, à eux seuls, ils ont des parts de marché qui sont supérieures à 30, voire 40%. Donc, c'est des gros opérateurs. Rien ne peut... l'évolution ne peut venir que d'eux, si tu veux, parce que les petits n'ont pas assez de ressources, n'ont pas assez de capacité de transformation. Donc, les gros, s'ils ne bougent pas, ça ne changera pas, parce que c'est eux qui font le marché en réalité. Donc aujourd'hui, c'est cela, moi, que j'appelle la dépendance de sentier, c'est-à-dire qu'on a pris une trajectoire où on a demandé d'avoir une agriculture compétitive pour pouvoir réduire le coût de l'alimentation, pour pouvoir sécuriser les besoins alimentaires pour le plus grand nombre. Donc on a pris cette trajectoire. On a pris cette trajectoire de la compétitivité alimentaire et de la sécurisation des besoins alimentaires avec un modèle qui génère alors des externalités négatives, qui génère un dérèglement du système Terre, qui génère des impacts négatifs. Donc on a pris cette trajectoire et il est compliqué de la faire évoluer parce que les acteurs ont en tête un schéma qui est celui-ci et une trajectoire qui est celle-ci. Donc c'est ce qu'on appelle la dépendance de sentier. Mais si tu veux, Olivier, la dépendance de sentier, elle est matérielle, tu as fait des investissements, elle est économique parce que tu as intérêt à rembourser ces investissements, mais elle est aussi cognitive et culturelle, c'est-à-dire que tu considères que le bon modèle et la bonne trajectoire, c'est celle-ci. Et donc, tu vois pas venir le danger ou tu vois pas venir le problème parce que tu es convaincu dans ton système de pensée que tu es sur la bonne route.
Et c'est là où c'est compliqué parce que il y a une forme de biais cognitif qui t'empêche de voir des signaux faibles qui sont dans l'environnement en te disant mais tu vas pas dans la bonne direction. Sauf que ton schéma intellectuel et identitaire t'empêche de voir les signaux. Donc voilà, on a des marchés très défaillants aujourd'hui. On a laissé s'installer des positions de monopole ou d'oligopole. Alors la bonne nouvelle, c'est que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que si les gros bougent, eh bien, ils entraînent toute la filière. Donc, on a vu il y a 15 jours Nestlé faire une très grosse annonce en faveur de l'agriculture régénératrice, un plan de plus d'1 milliard de dollars en faveur de l'agriculture régénératrice, en disant il faut que ça bouge au niveau du maillon agricole. Nous prenons nos responsabilités, nous investissons. Donc, bon, ils essaient eux-mêmes de casser cette dépendance de Sentier et de changer la trajectoire. Mais aujourd'hui, c'est Nestlé. Nestlé peut faire sans doute de belles choses, mais Nestlé n'est pas toute la filière agroalimentaire. Du coup, on va revenir justement sur ce rôle des opérateurs publics et ou privés, et comment justement cette situation d'oligopole que tu décris, bien finalement, de ce que tu dis, ça peut faire le mal comme le bien, tout dépend des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Michel, est-ce que tu veux compléter finalement sur cette capacité à bouger des exploitations et les phénomènes de blocage ? Là, je pense que Bertrand a dit l'essentiel. C'est extrêmement difficile au niveau individuel et même au niveau d'un territoire. Hein. J'accepte l'idée d'un travail au niveau territorial, mais même au niveau d'un territoire, quelles sont les forces, quoi. Je sais pas, en entendant le mot Nestlé, j'ai pensé à Danone, qui a semblait aussi changer à un moment donné ses perspectives en devenant quelque chose qui ressemble à une entreprise à mission. Ça n'a pas trop réussi à son PDG. Hein. Voilà. Donc, je crois que la dépendance de Sentier a dû jouer là, oui. En tout cas pour les actionnaires. C'est sûr. Alors, je vais revenir sur le terme que tu viens de donner, entreprise à mission. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on aimerait vous entendre. Je pense qu'on n'a jamais vu un métier comme celui d'agriculteur auquel on va demander tant de choses. À la fois lui-même de vivre, d'avoir un revenu, de produire de l'alimentation pour les autres et en même temps de protéger la biodiversité, l'environnement, la qualité des eaux, de l'air, le changement climatique, le stockage du carbone. Tu écris, Bertrand, qu'on est quand même, il faut le rappeler, en tout cas pour nos pays européens, sur des entreprises qui fondamentalement sont inscrites dans une pensée libérale et sous statut privé, c'est-à-dire qu'ils gèrent leurs ressources, leurs investissements, leur production. Pourtant, ce qu'ils gèrent, la matière première qu'ils exploitent, ou l'air, ou l'eau, le sol, est d'essence commune et les produits qu'ils proposent sont de première nécessité. Donc, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on prétend pouvoir faire, par exemple, avec cette idée d'entreprise à mission, qui reste une entreprise, comme on l'entend au sens classique du terme, mais qui a un rôle, je dirais, d'intérêt général, et comment on peut aider ces gens-là à prendre des décisions et à pas supporter tout le poids de la société comme simple petit entrepreneur. Mais ça, il y a un enjeu très important, effectivement, au tout début des filières. Donc, on dit souvent que l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres, et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Les agriculteurs, ils manipulent le vivant, et ils ont parfaitement raison de dire qu'ils manipulent le vivant, et que cette manipulation du vivant, elle est absolument pas neutre sur les équilibres du système Terre cumulés entre tous ces entrepreneurs du vivant. Donc, partant de là, ils ont un métier, un très beau métier, avec beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup d'importance, parce que l'agriculture, c'est la base d'une société et d'une civilisation. Et il est bien vrai qu'on leur demande de faire toujours plus, toujours mieux, avec des rémunérations qui évoluent pas de manière inflationniste. Et il me semble que l'idée d'une entreprise agricole à mission peut justement permettre de mettre des mots et une réalité derrière l'ensemble des actions qu'accomplissent ou sont susceptibles d'accomplir les agriculteurs en matière de préservation des équilibres du système Terre. Alors, c'est pas pour faire du décor. Hein. Les propositions que je fais autour de l'entreprise agricole à mission, c'est pas pour faire du décor et pour faire bien et suivre une mode. C'est un moyen, un outil pour engager des discussions commerciales avec des opérateurs, et notamment les premiers opérateurs, sur des termes et des enjeux différents. C'est-à-dire que l'agriculteur doit défendre sa production de matières premières alimentaires, mais il doit aussi défendre sa mission de préservation du système Terre. Et ça doit être intégré dans les accords et les négociations commerciales. Si tu veux, aujourd'hui, Olivier, tu as des grands distributeurs qui vont dire « mon enjeu, c'est la transition alimentaire ».
On a un grand distributeur qui s'est engagé là-dessus en disant ma raison d'être est assurer la transition alimentaire. On a des opérateurs industriels qui disent la même chose. Nestlé dit la même chose. Ma raison d'être, c'est de participer à la transition alimentaire. Eh bien, je crois qu'il faut remonter un cran supplémentaire et de partir du début de chaîne, c'est-à-dire les exploitations agricoles, et assumer, rémunérer, qu'eux aussi, ils ont la responsabilité d'assurer cette transition alimentaire et la nécessité de les accompagner financièrement. Voilà, donc puisque tout le monde veut faire la transition alimentaire, les agriculteurs aussi, donc ils doivent se protéger à travers un nouveau statut d'entreprise et engager des négociations et des discussions commerciales autour de cet enjeu. Alors, ça ne va pas bouleverser, soyons pas naïfs, hein, ça ne va pas d'un coup d'un seul renverser les rapports de force, mais c'est un outil utile pour décaler les négociations et faire rentrer la question de l'anthropocène, des équilibres du système Terre au cœur des relations commerciales. Donc si je résume ce que tu dis, c'est un moyen statutaire d'acter de cette position d'exploitation agricole et qui doit enclencher ensuite des mécanismes de discussion commerciale, de soutien financier pour accompagner justement cette démarche interdépendante dans la filière. Bien sûr. Alors, je suis quand même obligé de vous poser cette question. On parle justement de ce rôle des entreprises privées, de la situation, le pouvoir qu'elles ont sur le marché, et donc chaque décision que ces entreprises vont prendre va peser. On a bien sûr aussi d'autres outils que ceux-là. On a une politique agricole commune dont on reviendra par la suite dans les prochains épisodes, mais qui est là pour proposer des dispositifs de soutien, des dispositifs financiers pour accompagner telle ou telle pratique, telle ou telle manière de produire. La politique agricole commune, aujourd'hui, visiblement, en tout cas, il y a une réforme aussi en cours, donc des discussions en cours, n'a pas tout à fait encore aujourd'hui réussi à soutenir clairement ces démarches-là de transition. Est-ce que vous avez justement des propositions ou un regard, une analyse sur ces politiques, cette fois-ci publiques ou en tout cas européennes, de soutien et d'appui à la transition vis-à-vis du changement climatique? Je reviens un tout petit peu en arrière, mais je vais faire le lien quand même. Je te fais confiance. L'entreprise à mission avec ses multifonctions, ça fait penser à multifonctionnalité. Oui. Et ça a été à un moment donné une tentative de la Commission européenne et puis d'un certain nombre de courants dans l'agriculture d'introduire cette notion de multifonctionnalité dans l'agriculture. Et ça signifiait que les agriculteurs, ils avaient un rôle de production, avaient un rôle de préservation, voire d'amélioration de l'environnement, avaient aussi un rôle d'animation ou de participation à la vie économique rurale. Hein. Ça couvrait à peu près tout ça. Ça s'est vite transformé en autre chose, finalement. C'est-à-dire que il y a eu quelques mesures qui... les agriculteurs n'ont pas tout à fait bien accepté. En tout cas, les grandes organisations agricoles n'ont pas très, très bien accepté le terme. Ils ont transformé ça en « je ne veux pas être le jardinier de la nature ». Ils n'étaient pas très... ils n'ont pas très bien accroché au terme. Et puis, politiquement, ça s'est traduit par des aides, un peu plus tard, des aides directes conditionnées par le respect d'un certain nombre de pratiques, pas très contraignantes, par des soutiens à des projets locaux, sur une base volontariste. Ça ne s'est pas traduit par des phénomènes, par des transformations très importantes. La politique agricole qu'on a maintenant sous les yeux, là, c'est une vraie catastrophe de ce point de vue-là. Moi, je considère que c'est une catastrophe. C'est extraordinaire comme la Commission a produit 2 grands textes de la fourche à la fourchette et puis un texte biodiversité en 2030. Mais la politique agricole commune qu'on a construite en même temps, celle qu'on est en train de négocier, elle n'en tient aucun compte. Il y a des objectifs ambitieux qui correspondent peut-être à des missions que pourrait remplir l'agriculture. En tout cas, il y a sa part. Mais la politique agricole commune, telle qu'elle se présente, là, c'est de la distribution de subventions. On discute de comment on distribue les subventions, c'est tout. Alors, on va mettre, bien sûr, un petit peu de biodiversité par-ci, de bandes enherbées par-là, mais fondamentalement, on en est très, très loin. D'accord. Il n'y a pas de proposition vers une restructuration, une refonte du système agricole. Non.
Bon, eh bien, on reviendra avec toi, Michel, sur cette politique agricole commune, à moins que Bertrand, tu aies des choses à rajouter sur cette politique agricole commune. Bien sûr, c'est un sujet vaste, compliqué, qui méritera d'autres émissions, mais en tout cas, c'est le sujet que tu abordes, Bertrand, et qui est intéressant, c'est quelle discussion, quel rôle complémentaire ou non des opérateurs privés et des opérateurs publics. Bien sûr, la sphère publique a quelque chose à voir avec ce bien commun de l'anthropocène, lié à l'anthropocène et des aliments que l'on produit. Juste un point sur les ambiguïtés européennes par rapport aux enjeux agricoles et alimentaires. Il y a un grand paradoxe qui n'est pas nouveau. Donc on demande aux agriculteurs de progresser, de changer de modèle, d'être plus vertueux d'un point de vue environnemental, et simultanément on ouvre les frontières. On ouvre les frontières pour faire rentrer des matières premières qui viennent d'autres pays hors marché communautaire. Donc on leur impose une réforme dans un contexte économique qui les place dans une situation de précarité. Donc on ne peut pas demander à des agriculteurs qui sont pressurisés d'un point de vue économique de faire une mutation du modèle. C'est pas possible, personne ne peut. C'est comme si on devait courir un 100 mètres avec des chaussures de plomb. Ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Donc là on voit bien les ambiguïtés de la PAC, mais aussi de l'Europe par rapport à un ensemble de traités de libre-échange qui fragilisent et qui compromettent dans une mesure importante le changement de modèle et de trajectoire. C'est très net sur les betteraves, c'est-à-dire que la betterave souffre beaucoup aujourd'hui parce que justement il y a des nouvelles maladies qui apparaissent du fait de l'anthropocène, du réchauffement climatique. On arrête un certain nombre de traitements et simultanément on libéralise le marché de la betterave. Donc on les met dans une situation complètement intenable. Donc pour le dire simplement, on a vraiment besoin de retrouver de l'oxygène au niveau des exploitations agricoles avant de pouvoir changer ou d'opérer un changement, on va dire, serein. En tout cas, une protection politique, oui, c'est sûr. Alors, puisque l'heure tourne et que l'épisode avance dangereusement vers sa fin, sur cette partie-là, une question quand même qu'il est important de poser. On parle justement de l'évaluation de ces fermes, de ces exploitations agricoles vis-à-vis de contraintes climatiques, de stockage de carbone, de qualité de l'eau, de l'air, etc. Tu as parlé de la multifonctionnalité des exploitations agricoles. Que je sache, aujourd'hui, elles sont quand même majoritairement évaluées sur des critères de production. Donc, comment fait-on aussi pour trouver des indicateurs, une comptabilité, comme on peut l'appeler, de ces exploitations agricoles sur cette multifonctionnalité et sur leur rôle vis-à-vis de tous ces mécanismes, de tous ces processus terrestres, cycliques, dans la nature, en biologie, en écologie. Voilà. Comment on peut donner une note, un grade, comment on peut accompagner une exploitation et lui dire tu es sur le bon chemin, tu es sur le mauvais chemin. Il me semble que même en tant que scientifique, on a bien du mal aujourd'hui à caractériser ces processus-là et à définir à quel point on est dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie. Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes aujourd'hui pour avoir une nouvelle comptabilité des exploitations agricoles ? Alors, les indicateurs oui, il y a la nécessité d'avoir de nouveaux outils de pilotage. Il y a des nouveaux enjeux qui sont devant nous. Donc, ces enjeux, il faut les regarder, il faut les mesurer, il faut les jauger, il faut les évaluer. Et pour ça, il faut des outils. Et tu as raison, Olivier, de dire que ces outils ne sont pas encore là. Mais on a su développer par le passé de puissants outils pour mesurer l'azote dans les sols, pour mesurer la performance d'une vache laitière. On sait, pour séquencer de l'ADN, enfin, on sait faire des choses remarquables. Mais il y a des angles morts et il y a nécessité d'engager un travail scientifique de grande ampleur. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts pour évaluer la vitalité d'un sol, par exemple. Donc, on est une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant qui propose un indice de régénération des sols. Et en tout cas, de réfléchir et de travailler à cet indice de régénération des sols pour montrer justement si les agriculteurs sont ou pas dans une démarche de progrès. Donc, on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs. Les exploitants agricoles ont besoin d'un certain nombre d'indicateurs pour piloter et faire fonctionner leur exploitation agricole. Donc, c'est un défi agronomique, c'est un défi zootechnique. Mais on va y arriver. Il nous faudra du temps. Il va falloir stabiliser des choses, des indicateurs, des choses qui permettent d'estimer une trajectoire. Et on doit faire cause commune autour de cet enjeu-là. Plus spécifiquement, sur la question de la comptabilité, si tu veux, la comptabilité,
on a parfois l'impression que la comptabilité, c'est quelque chose d'immuable, de borné, de hyper normé, hyper rigide, et ce n'est pas du tout le cas. La comptabilité est quelque chose de très vivant. Et les systèmes comptables que l'on a aujourd'hui en 2020 étaient différents de ceux des années 2000, différents des années 80. Et on pourrait très facilement, enfin en tout cas techniquement, aller vers une comptabilité environnementale qui permettrait de rémunérer ou en tout cas de mettre en évidence les charges supportées par les agriculteurs par rapport à un ensemble de services ou d'entretien des biens communs qu'ils réalisent. Donc là aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui sont des collègues à vous également, puisqu'ils sont à AgroParisTech, qui ont une chère comptabilité écologique. Et ils travaillent sur de nouveaux modèles comptables et ils les expérimentent à l'échelle d'exploitation agricole. Donc intellectuellement, on a les outils conceptuels pour transformer la comptabilité. Maintenant, il faut une volonté politique, parce que transformer la comptabilité, c'est transformer un compte de résultat, c'est transformer un bénéfice, et à un moment ou à un autre, c'est compenser les charges que supportent les agriculteurs. Et qui a aujourd'hui réellement envie de supporter le coût d'entretien d'une ZNT, d'une bande enherbée? Zone de non-traitement. Zone de non-traitement, une ZNT, une zone de non-traitement. Eh bien, on est bien content que ça passe par perte et profit dans les comptes de résultats des agriculteurs. Mais si on avait une comptabilité environnementale, l'agriculteur pourrait très facilement dire, voilà, ça m'a coûté X centaines ou milliers d'euros d'entretenir les ZNT, je le fais pour la collectivité, voici la facture, et quelqu'un doit la payer. Personne n'a envie de payer les charges supportées par les agriculteurs. Voilà le nœud un des nœuds du problème, et voilà qu'il se joue bien au niveau d'une exploitation agricole. C'est très concret. Il suffit de faire une comptabilité environnementale et de payer l'entretien des zones de non-traitement. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat sur le sujet. Tout le monde est d'accord. Mais là, qui paye? Qui paye? Michel Guglielmi, un commentaire. Sur les outils, là, j'ai envie de faire référence à une distinction qu'on fait souvent dans les cahiers des charges entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Jusqu'à maintenant, on a assez bien réussi à définir des moyens, ou en tout cas à dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et si l'agriculteur le fait, il a une petite compensation. Alors pas une vraie rémunération, mais en tout cas une compensation, disons. Ou le cahier des charges bio, par exemple, c'est typiquement un cahier des charges d'obligation de moyens. Concernant les résultats, on est encore loin du compte quand même, hein. On ne sait pas encore bien faire. L'idée d'intégrer, de faire une évaluation monétaire en quelque sorte, c'est intéressant, mais est-ce qu'on va faire une évaluation monétaire des moyens ou une évaluation monétaire des résultats? Qui sait combien d'azote sort part d'une exploitation agricole pour aller dans une nappe phréatique? Personne en réalité. On n'a pas cet instrument de mesure. Donc il y a un gros travail de mesure, de fabrication d'outils qui qui devrait intégrer de multiples aspects environnementaux, hein. On est encore un peu loin du compte. Il y a un énorme travail scientifique sur la question, scientifique et technique. Et il y a un moyen alors pas forcément de contourner ce défi-là qui est réel, c'est de partir des charges. C'est de partir des charges que doivent supporter les agriculteurs pour entretenir un sol ou entretenir des... Et ça, les charges, c'est X heures sur une exploitation agricole, et on a un coût moyen horaire de chaque exploitation agricole. Voilà, on sait qu'il y a ce besoin-là. Après, les résultats, les moyens, c'est un vrai enjeu, mais on peut avancer de manière très pragmatique en partant des charges supportées par l'agriculteur pour entretenir cette haie. Est-ce qu'elle est bien entretenue? Je ne sais pas le dire. Est-ce qu'il y a réellement une biodiversité? C'est un vrai enjeu de le mesurer, mais en tout cas, on peut partir de cette charge-là pour dire il faut que tu fasses attention aux haies. Dis-nous combien ça représente par an sur une exploitation, et ça, il est normal qu'on te rémunère pour ça. Et à partir de là, ça les met en dynamique, ça les met en vigilance sur cet enjeu-là. À partir des charges environnementales, écosystémiques, les charges d'intérêt public que sont susceptibles de supporter les agriculteurs. C'est pour ça que la comptabilité est un vrai levier de transformation et d'avancée.
Et de redonner justement peut-être un petit peu de souplesse économique, comme tu disais, pour se mettre dans une posture d'apprentissage et de changement. Malheureusement, tous les deux, je vais vous demander de conclure. Et pour ce faire, est-ce que vous avez quelque chose à partager, un exemple inspirant, une méthode, un outil, quelque chose que vous avez rencontré ou lu qui vous inspire ou que vous avez envie de partager justement sur cette idée de changement climatique et de changement du modèle agricole ou d'évolution des exploitations agricoles et de leurs pratiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention et que vous aimeriez partager à tous nos auditeurs? C'est pas vraiment un exemple, mais c'est un point de grande vigilance qu'on a un tout petit peu évoqué, que Bertrand a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Transformer notre agriculture et notre alimentation, on a vu que ça demandait quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Et ça fait peser des contraintes importantes sur des agriculteurs qui sont globalement mal rémunérés. L'Union européenne est sans doute un ensemble au sein duquel on peut le faire. Là, on ne prend pas trop elle ne prend pas trop cette direction, mais elle aurait la possibilité de le faire. La nouvelle commission qui a été désignée en fin 2019 est ambitieuse. Faire peser avoir des exigences supplémentaires par rapport aux agriculteurs, ça nécessite impérativement de veiller aux relations commerciales qu'on a avec les fournisseurs et les concurrents. On ne peut pas avoir des exigences fortes, plutôt sous-rémunérées quand elles sont remplies, et en même temps tolérer l'entrée de produits qui ont été fabriqués complètement autrement que ce qu'on demande à nos agriculteurs. Donc, alors, c'est un petit peu présent dans les discours de la Commission, c'est un petit peu en discussion au niveau européen, mais moi, ça me paraît impératif. C'est-à-dire que si on ne fait pas cet effort, on le verra quand on parlera des échanges internationaux. Une approche de filière. Une approche des relations commerciales internationales à l'intérieur de l'Union européenne, évidemment, mais aussi et principalement à l'extérieur de l'Union européenne. Si on dit qu'il ne faut pas de viande aux hormones dans l'Europe, il faut ne pas importer de viande aux hormones. Je prends cet exemple parce qu'il est facile, on l'a fait. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors c'est très compliqué au niveau international de négocier ça pour tout un tas de raisons. Je ne suis pas sûr, j'espère que la Commission, les États membres auront la force de s'attaquer à cette question-là. Voilà. Très bien, un nouveau challenge. Pour pouvoir mettre en place quelque chose qui ressemble à une agriculture écologique, à une agriculture plus durable, plus saine aussi, et une alimentation plus saine. Oui, et à travers cette réflexion, on sent bien qu'on est sur un enjeu planétaire, et donc forcément, les réflexions se passent partout sur le globe, et s'il y a quelqu'un qui bouge tout seul dans son coin et qu'ailleurs, ça ne se passe pas pareil, on va forcément au-devant de nouvelles contraintes. Bertrand, ta conclusion? Alors, c'est pas une conclusion, mais c'est plutôt deux motifs qui permettent aussi d'être optimiste par rapport à des choses qui ne le sont pas. Le premier élément d'optimisme, c'est que je crois qu'on n'a jamais eu, en tout cas en France et sans doute en Europe, des agriculteurs aussi bien formés et intelligents. Je ne dis pas que les précédentes générations d'agriculteurs n'étaient pas intelligentes, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de formation ne fait qu'augmenter. Donc le capital humain, les compétences, les savoir-faire de nos agriculteurs n'a jamais été aussi élevé, et ça va continuer à augmenter. On a une intelligence agricole qui ne fait que se renforcer. Donc ils savent faire des choses remarquables, et pour certains, ils sont dans une vraie dynamique d'apprentissage. Donc on n'a jamais été aussi intelligent d'un point de vue agricole collectivement et à l'échelle de la profession également. Deuxième aspect qui est aussi une note d'optimisme, c'est-à-dire que moi je considère que l'agriculture est susceptible d'apporter des bouquets de solutions. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe par exemple en agriculture de conservation des sols, eh bien ces agriculteurs-là, ils retirent du carbone de l'atmosphère, ils rendent leur sol plus vivant, ils ont une dépendance énergétique moins importante, ils nous apportent collectivement des solutions. Donc on a aussi des progrès agronomiques qui ont été réalisés et qui sont en cours,
qui permettent de voir et de voir émerger aujourd'hui une nouvelle forme d'agriculture. Alors moi, je l'appelle régénératrice, mais peu importe. Mais une agriculture qui est susceptible d'avoir un impact positif sur le système Terre et de nous apporter des solutions alimentaires, mais aussi de relever un certain nombre de défis auxquels l'Anthropocène va nous exposer. Eh bien, Bertrand Valliorgue, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et de t'être déplacé jusqu'ici. Michel Guglielmi, encore merci à toi et à très vite dans le prochain épisode. Merci à tous. Merci à vous. Et à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara d'avoir rendu ce podcast possible. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode, c'est-à-dire le premier mardi du mois de décembre. Et si vous avez peur de le manquer, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. En attendant le prochain épisode, je vous dis salut!